Bon. Et partager PowerPoint. OK. Donc, bonjour. Merci d'assister aujourd'hui à notre conférence. Donc, je suis Marie-André Pelland, professeure de criminologie, et ma collègue. Moi, je suis Christine Thériault, étudiante en droit à l'Université de Moncton. Aujourd'hui, on va vous parler de l'analyse d'expériences de victimisation par des figures d'autorité religieuse dans les provinces de l'Atlantique, puis surtout du silence systémique qui s'est prolongé dans le temps. Donc, on va essayer de comprendre ce phénomène-là. C'est quoi l'étendue du phénomène des agressions commises par des prêtres catholiques entre 1989 et 2020? On va essayer de cerner aussi l'expérience de certains hommes, puis qu'est-ce qui a été tenté de faire par les prêtres, les victimes pour essayer de reprendre un peu leur pouvoir. Qu'est-ce qu'on sait de la prévalence de la victimisation à caractère sexuel par des figures d'autorité religieuse? La recherche, elle nous dit plusieurs choses. Hein? Elle nous dit que d'abord, les prêtres, 4% des prêtres aux États-Unis entre 1950 et 2002 étaient des agresseurs sexuels. Ça vient du John Jay College, donc ce qui a été analysé par eux. Le rapport irlandais nous dit qu'il y a plus de 2600 pages d'agressions contre des enfants qui ont été rapportées. Donc, quand même, ils ne nous disent pas le nom, mais quand même, 2600 pages de récits, c'est quand même pas rien. Et Dublin, en Irlande, dans le rapport Murphy, ils ont identifié 46 prêtres reconnus coupables de gestes à caractère sexuel. En Belgique, par exemple, le rapport Adriensen nous en rapporte 327 plaintes d'hommes et 161 plaintes de femmes. Donc, on peut dire que, puis là, c'est sans parler de la commission Sauvé en France qui, elle, rapporte des chiffres tout aussi importants avec plus de 10 000 victimes. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a 1975 personnes qui se sont rapportées victimes de victimisation à caractère sexuel par des représentations de l'Église. La commission ostarienne nous dit que c'est environ 7% des prêtres qui, entre 1950 et 2009, étaient des agresseurs sexuels. La commission d'enquête en Pennsylvanie, elle, nous dit avoir reconnu 300 prêtres agresseurs dans 54 des 67 diocèses de l'État. Pour une période de 70 ans, il aurait fait plus de 1000 victimes. Et ça, c'est sans compter le rapport qui devrait être publié bientôt de la commission Sauvé en France, qui ont reçu plus de 10 000 témoignages de victimes, 6 500 témoignages de victimes, mais plus de 10 000 victimes rapportées au cours des 70 dernières années en France. Donc, on ne peut pas nier que pendant une longue période, il y a eu de la violence à caractère sexuel commis par des prêtres catholiques sur des enfants. Aux États-Unis, ce qu'on sait, c'est que les prêtres agresseurs sexuels, selon le rapport du John Jay College, il y en avait initialement 4 392 qui ont été reconnus coupables, contre lesquels il y avait des allégations qui ont été formulées, contre lesquelles il y avait des preuves dans la documentation des diocèses. De ces 4 392-là, 384 ont fait l'objet d'une enquête par les policiers, 252 ont été condamnés et seulement 100 d'entre eux ont reçu une période d'incarcération comme sentence. Donc, il faut comprendre que c'est un très petit nombre du nombre d'allégations au nombre de prêtres qui finalement sont incarcérés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en Allemagne, on a essayé de répéter le processus en 2019. Sur les 1429 prêtres accusés par le diocèse,
5,1 % ont été reconnus coupables dans un tribunal. 24 diacres ont été accusés, 1 % ont été reconnus coupables et 159 prêtres ont été, dans les ordres religieux, ont été accusés, mais seulement 2,1 % ont été reconnus coupables devant un tribunal. Ces chiffres-là sont saisissants, mais ils suivent aussi la courbe de d'autres victimisations à caractère sexuel, c'est-à-dire à savoir que c'est tout le temps un nombre très restreint d'agresseurs sexuels qui sont condamnés devant les tribunaux parce que, comme le processus est excessivement long, plusieurs victimes vont abandonner le processus ou souvent les preuves vont être insuffisantes parce que les allégations formulées contre les prêtres datent des années 50, 60, 70, 80, donc c'est parfois plus complexe à poursuivre. Ou dans certains pays, il va y avoir une date limite pour porter plainte, ce qui peut complexifier le droit des victimes à la justice. On a quelques connaissances sur les victimes ou les survivants dans les rapports des commissions d'enquête, c'est-à-dire que la majorité des victimes des prêtres et de différentes congrégations, donc varie entre 62 à 80 % des enfants qui se trouvaient sous leur garde. En 2004, on indique dans leur étude que 7000 catholiques pratiquants, sur 7000 catholiques pratiquants, 3,3 % d'hommes avaient été agressés sexuellement, puis 1,7 % de femmes. Donc, ça varie beaucoup le nombre de victimes entre 10 et 1,7 %. En Allemagne, dans le rapport d'enquête, on dit que 66,17 % des victimes avaient moins de 13 ans et 33,3 % avaient plus de 14 ans. En Pennsylvanie, la majorité des victimes étaient prépubères, puis c'est un peu ce qu'on voit partout dans le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le John Jay College, puis c'est une tendance qu'on revoit quand même ailleurs dans le monde par la suite, c'est que les survivants qui dénoncent sont surtout des personnes qui ont été victimes de gestes à caractère sexuel entre 1950 et 1980. Mais si on regarde quand même dans le rapport allemand de 2014, ben, ils ont quand même eu des dénonciations de victimes dans les dernières années, jusqu'au moment de la publication du rapport. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement disparu, mais il y avait quand même un nombre plus grand de victimes entre 1950 et 1980. Mais il y a plus de dénonciations actuellement. Dans la recherche, on voit plusieurs conséquences à la victimisation chez les survivants. Et on sait que plus la victimisation sexuelle est arrivée tôt dans leur vie, plus ça va avoir des impacts à long terme. Ils peuvent souffrir d'anxiété, de dépression, de consommation d'alcool ou de drogue, ou à la limite de souffrir même d'un peu plus loin de troubles liés à la dépendance. Plusieurs peuvent avoir des difficultés d'adaptation sociale. Ça veut dire quoi? Problèmes sexuels avec un partenaire, problèmes d'insertion à l'emploi, problèmes liés à la participation à la vie sociale. Donc, ça veut dire quoi? Se retrouver en groupe. Parce que, qu'est-ce qui se produit? C'est que le souvenir des agressions peut être suscité par une odeur, par se promener dans un village dans lequel il y a une église. Donc, ça peut avoir un impact très important sur l'intégration sociale des victimes. Donc, ensuite, il y a eu un documentaire qui s'appelle Le Silence, créé par René Blanchard, qui vient vraiment documenter les agressions et les allégations qui ont été faites dans la péninsule acadienne, ainsi que dans la région de Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick. Donc, le silence des victimes, il y a vraiment un processus de grooming. Le processus de grooming, c'est juste pour que l'agresseur ait accès à sa victime et en la contrôlant, il est capable d'avoir accès ainsi que lui garder le silence. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, l'agresseur, habituellement, va sélectionner sa victime.
il peut avoir seulement une victime ou plusieurs victimes. Donc, il va s'arranger après pour avoir l'accès à l'enfant. Habituellement, certains prêtres, c'était les enfants de cœur. Ils faisaient partie, ils étaient des entraîneurs de soccer. Donc, ils avaient vraiment accès beaucoup plus aux victimes. Ensuite, il y avait la manipulation de la victime aussi. Donc, vraiment la manipulation psychologique ainsi que religieuse. Vraiment venir parler de la religion puis faire vraiment une manipulation à ce point-là. Après ça, il y avait la réciprocité. Et de là, il y a eu beaucoup. Ensuite, c'est là où que le prêtre vient à passer à l'acte qui va faire des attouchements, de l'abus, des agressions. Et ensuite, c'est là que la victime va tomber dans l'étape du silence et va probablement, majoritairement, pas en parler dans sa vie, mais certains vont finir par donner des allégations. Le sexual grooming des prêtres, c'est soit avec la famille autant que les enfants. L'agresseur utilise vraiment la foi puis la croyance dans leur méthode de manipulation psychologique. Il faut aussi penser que le prêtre, habituellement, il représente Dieu sur terre, ce qui amène vraiment un effet assez de grand pouvoir qu'il y a sur ses victimes. Ensuite, il y a aussi beaucoup la manipulation de la communauté. Dans Craven, eux autres, ils ont indiqué que la manipulation est tellement bien ancrée dans la communauté que la communauté va trouver tout le temps des explications, puis il va tout le temps croire le prêtre au lieu de la victime, puis de l'enfant qui est victimisé, qui met des accusations en face de son agresseur. Puis il y a aussi un grand excès de confiance de la part des parents ou même de l'enfant qui permet vraiment au prêtre de passer à l'action et aux agressions beaucoup plus facilement. Par exemple, dans une des recherches, il y a vraiment une victime, une survivante finalement, qui mentionne l'immense confiance dont faisait sa famille envers le prêtre, qui allait l'aborder pour lui faire faire sa prière chaque semaine et qui utilisait ce petit moment de la semaine pour pouvoir l'agresser constamment. Donc, on voit vraiment que lorsqu'il y a une relation préexistante entre le prêtre, sa famille et l'enfant, ça intensifie l'abus de pouvoir, de confiance et de la victimisation sexuelle. Donc, je vais faire le premier. Le silence communautaire. Les institutions religieuses le silence communautaire ou le religieux est vraiment appuyé par des rationalisations ou des mythes persistants. Donc, la communauté vient vraiment donner une raison et une explication aux agressions. Donc, tout pour rationaliser pourquoi un prêtre pourrait faire ça. Le premier qu'on voit beaucoup, c'est le célibat obligatoire. Donc, un prêtre doit faire preuve de chasteté, doit être célibataire tout le long de son mandat et tout le long de sa vie. La communauté vient vraiment dire que c'est à cause du célibat qu'ils vont agresser à cause de ce manque sexuel par eux-mêmes, mais c'est encore un mythe. L'homosexualité, ils vont dire aussi, le prêtre est homosexuel, c'est pour ça qu'il agresse. Vraiment pas de lien tellement ensemble, c'est encore une grosse rationalisation. Et aussi à l'absence de femmes prêtres au sein de l'Église, qui est non plus un autre mythe que la communauté essaie vraiment grandement d'utiliser pour venir expliquer les agressions afin vraiment de minimiser les agressions finalement. Tout à fait. Donc, ils minimisent la responsabilité des prêtres, mais dans les faits, la majorité des prêtres agresseurs sont des hommes, donc même s'il y avait plus de femmes, on voit bien que c'est un mythe. Oui. Autre élément qu'on doit considérer, c'est quoi la place du curé, du prêtre, du religieux dans la communauté? C'est quoi son rôle?
Dans les recherches plus récentes, on voit que plus le curé ou la figure religieuse a une place importante. Donc, par exemple, dans son film, René Brassard nous démontre comment à Cap-Pelé, le curé avait permis la construction d'un centre communautaire, d'une aréna. Donc, il était une figure importante, incontestable de la communauté. Donc, même s'il y avait des allégations, des rumeurs qui disaient qu'il y avait des comportements inacceptables envers des jeunes garçons, la réaction initiale de la communauté, c'est de les minimiser. Ah, c'est des rumeurs, c'est des gens qui sont jaloux. Donc, puis l'autre étape, ça va être de nier, d'utiliser le déni pour dire que, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de plainte, il n'y a pas d'enfant qui a parlé, les preuves ne sont pas solides. Donc, ça fait en sorte que ça permet de conserver collectivement le silence pour préserver la contribution du prêtre dans la communauté, au détriment des victimes. Donc, on voit ça un peu que plus les relations sociales sont importantes, plus le curé a une place importante dans la vie des croyants puis la communauté, plus le silence va être conservé à très long terme. Donc, le silence des institutions religieuses, la dénonciation des infractions sexuelles était grandement découragée. Il y avait l'utilisation inappropriée du secret professionnel et du secret confessionnal. On disait donc aux victimes que le fait de parler de leur agresseur était une violation du secret confessionnel. Aussi, certains enfants allaient se confesser à un autre prêtre, un différent prêtre, pas leur agresseur, mais allaient se confesser à un prêtre différent pour leur parler de leur agression, parce que là, souvent, leur agresseur leur disait qu'il fallait qu'ils vont se confesser parce que c'était contre la volonté de Dieu ce qu'ils avaient fait. Donc, en allant dans un confessionnal, souvent, des fois, le prêtre, si l'autre prêtre était aussi un agresseur, prenait l'opportunité de « Ah, ceci est une victime, donc je peux aussi l'agresser et la victimiser de ma propre part. » Donc, des fois, c'était vraiment utilisé à l'avantage de certains agresseurs, le confessionnal. Il y a aussi la hiérarchie. Il faut vraiment penser que l'Église, dans le temps que vraiment les agressions ont été beaucoup plus, pas populaires, mais quand il y en a eu beaucoup plus, il y avait une grande hiérarchie. L'Église, c'était vraiment important. Si on faisait partie de l'Église, on était bien placé dans la communauté. Le pouvoir de l'Église était quand même assez grand dans cette période de temps. Aussi, l'Église, puis tout le diocèse, l'archidiocèse, tout ça qui se passe en arrière de l'Église et les plus hauts placés vient vraiment protéger la réputation de l'Église. Puis les prêtres fautifs, certains vont prendre le prêtre qui a eu des allégations contre lui, vont le prendre et vont juste le déplacer de paroisse en paroisse, juste pour pas que les allégations vont plus loin. Ils essaient vraiment de vraiment protéger leur réputation, de cacher les agressions. Ils offrent aussi des compensations ainsi que des opportunités de scolarisation juste pour garder le silence et protéger leur réputation. Ce que la recherche de Kenny, mais aussi beaucoup de commissions d'enquête nous a permis de prouver, c'est que finalement, le curé du village qui, lui, apprenait les allégations, le rapportait à son évêque, qui, lui, le rapportait aux instances plus élevées, mais il n'y a rien qui se passait autre le fait que de déplacer le curé dans une autre communauté. Donc, ça permettait de protéger la réputation des églises, mais pas du tout de protéger les enfants des communautés. Au Canada, en fait, c'est vraiment marquant parce que dans le Canada atlantique, hein, dans la région où on habite, c'est vraiment les premières allégations contre l'orphelinat de Mount Cashel à Saint John à Terre-Neuve qui a rendu public ce phénomène-là un peu partout dans le monde. Il y a eu des enquêtes policières fréquentes, il y a eu des allégations. 9 frères chrétiens avaient perpétré des actes à caractère sexuel contre des résidents à la suite d'une procédure judiciaire. Ils ont été
Certains ont été incarcérés. Les 9 ont été reconnus coupables de 87 infractions à caractère sexuel. Bien, ça, c'est la conclusion, mais ça a pris des décennies avant qu'on arrive à cette conclusion-là. En fait, à Mont Cashel, à Saint-John, à Terre-Neuve, l'orphelinat a été créé. On accueillait vraiment les jeunes garçons qui n'avaient plus de parents. En 1974, c'est la première fois un résident, là, Johnny William, révèle aux services sociaux sa victimisation physique. Puis, il dit qu'il est témoin de violences à caractère sexuel. Par la suite, il y a d'autres enfants, donc Bobby Connor et Billy Hurley, qui, accompagnés du père Hurley, portent plainte pour sévices physiques et sexuels. Donc là, pour la première fois, il y a des plaintes qui sont connues, qui sont déposées devant le chef de la police de la région. Le directeur des services sociaux, lui, à l'époque, demande aux frères de la communauté de Mont Cashel de faire enquête. Ben oui, c'est sûr que c'est 9 membres de sa communauté, donc il n'y a rien qui est fait. En 1975, il y a même un détective qui ouvre une enquête pour aller voir les allégations qui ont été formulées. Il interviewe 24 garçons de 8 à 17 ans. Presque tous y ont signé une déclaration qui permet de constater de la violence physique dont ils sont victimes, puis la violence sexuelle. Puis il a interviewé certains des frères. Bien, le 18 décembre, donc 1975, le chef de la gendarmerie royale de l'époque, il a dit à l'enquêteur Hillier de cesser son enquête. Donc, on voit bien que ce n'est pas exclusivement l'Église qui cache activement, du moins dans ce cas-là, les cas d'agression sexuelle, mais que les instances policières ont un pouvoir important de contrôle de l'information. Entre 1974 et 1989, plusieurs personnes sont informées de la situation de victimisation physique et sexuelle que vivent les résidents. L'évêque de Saint-John, les frères chrétiens, donc l'association plus élevée de ces frères-là, le directeur des services sociaux, plusieurs policiers et des parents qui ont perdu la garde de leurs enfants qui sont à l'orphelinat de Mont Cashel. Toutefois, en 1974 et 1989, il n'y a aucune accusation qui est portée devant les tribunaux. Il n'y a aucune arrestation de ces frères-là. La loi du silence persiste pour protéger l'organisation religieuse. En 1989, finalement, ça devient public parce qu'il y a un journaliste qui le révèle dans les médias. Et là, il y a comme une réaction sociale importante. Et là, il y a une commission d'enquête qui est lancée. En fait, il y a 2 commissions d'enquête qui sont lancées. Une première commission est instituée par le gouvernement provincial. C'est un juge à la retraite de la Cour suprême de l'Ontario, Samuel Hughes, qui va faire l'enquête. Puis une deuxième commission d'enquête est lancée par l'archidiocèse catholique romain de Saint-John. Puis c'est fait par le lieutenant-gouverneur Gordon Winter. Donc là, eux, ils veulent faire la lumière sur ce qui s'est produit. Donc, c'est vraiment nos premiers rapports qui arrivent à révéler comment le silence est préservé, comment on protège les frères, puis comment on oublie totalement les victimes dans le processus. Donc, c'était les premiers rapports d'enquête qui ont été rendus publics, puis qui ont été utilisés par la suite comme modèle un peu partout dans le monde. Par la suite, ça a été le silence pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'en Atlantique, il commence à avoir, dans les années 2000, d'autres allégations qui font l'objet de discussions dans les médias. Et c'est là que Christine arrive avec son projet de mémoire. Puis, c'est un sujet qui, moi, personnellement, m'avait toujours passionné, mais on est quand même limité sur ce qu'on peut faire. Donc, ensemble, on a analysé
les bases de données pour repérer les accusations criminelles qui auraient été portées en Atlantique pour voir c'est quoi le phénomène étendu. On a analysé les données rendues publiques par les diocèses, les articles de journaux. Puis, Christine, dans le cadre de son mémoire, a fait des entrevues avec des survivants de l'Atlantique et j'ai complété. Donc, au total, on a fait 10 entretiens avec des hommes qui ont subi des services sexuels par des prêtres, qui sont aujourd'hui des survivants et qui ont réagi à cette victimisation-là par le fait de débuter un processus dans le processus judiciaire. Quand on regarde les données qu'on a analysées dans le cadre d'un premier article qui est à paraître cette année, on se rend compte que dans le Canada atlantique, qui réunit l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, il y a 38 prêtres qui ont été officiellement accusés d'agression sexuelle sur des enfants. En Nouvelle-Écosse, ça représente 5 prêtres et ils ont eu des sentences qui pouvaient varier entre 12 et 24 mois d'incarcération et chacune d'eux avait entre 1 et 4 victimes. Les abus sexuels ont pour la plupart été commis sur des enfants d'âge scolaire et des adolescents et chaque prêtre avait entre 1 et 4 victimes. Au Nouveau-Brunswick, officiellement, il y a 8 prêtres qui ont été accusés et ça varie d'une sentence suspendue à 8 ans d'incarcération. En fait, Lévi-Noël, il a obtenu la sentence la plus dure au Canada, soit 8 ans d'incarcération pour 16 victimes. Les victimes des prêtres au Nouveau-Brunswick étaient d'âge scolaire et il y avait des adolescents, donc ça pouvait varier entre 8 et 15 ans. À Terre-Neuve, 25 prêtres ont été reconnus coupables. Ils ont eu des sentences d'incarcération entre 3 et 11 ans pour différents crimes. Puis, chacun ont fait entre 1 et 39 victimes. C'est tous des enfants d'âge scolaire. Donc, en fait, l'expérience du système judiciaire en Atlantique et puis l'âge des victimes, les périodes d'incarcération, c'est relativement similaire à ce que d'autres prêtres ont obtenu ailleurs dans le monde, puis ce que rapportent les commissions d'enquête ailleurs dans le monde. Il y a aussi plusieurs autres allégations qui ont été formulées dans les médias ou que certains rapports d'enquête ont soulevées. Donc, par exemple, 7 allégations qui n'ont jamais pu faire l'objet d'enquête criminelle parce que soit que le prêtre est décédé avant que les dénonciations soient faites, soit que le prêtre décède en cours de processus judiciaire, ou soit qu'il y a une négociation entre l'Église et la victime pour compenser la victime pour les torts causés, mais sans que ce processus-là soit rendu public. Donc, en Nouvelle-Écosse, au moment de la publication de l'article, il y avait des allégations contre 7 prêtres, 24 au Nouveau-Brunswick, 6 à Terre-Neuve. Mais au Nouveau-Brunswick, il y a quand même un nombre de victimes qui reste inconnu, même si on a 24 prêtres, il y en a peut-être d'autres, parce qu'on n'a pas de liste officielle, on doit s'en tenir à ce qui est rapporté dans les médias. Donc, c'est vraiment comme le chiffre noir, on ne sait pas trop ce que ça pourra donner comme nombre de victimes parce que 200 hommes se sont rapportés lors d'un processus d'enquête dans la ville de Moncton comme ayant été victimes d'un prêtre. Donc, il y a quand même un nombre plus important que celui qu'on connaît de victimes de prêtres au Nouveau-Brunswick. Je vais laisser la parole à Christine qui, elle, a travaillé sur les trajectoires des victimes dans le Canada atlantique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des hommes que nous avons rencontrés puis que Christine a interrogés, quand ils nous ont parlé, il y avait un désir important de reconnaissance, un peu comme la théorie de Honnête.
Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient une reconnaissance au niveau personnel. Ils voulaient que leur famille, là, émotivement, reconnaisse la souffrance qu'ils ont vécue. Leur famille, là, on parle de leur époux, leur conjoint, conjointe, leurs frères et sœurs. On parle aussi, donc, d'une reconnaissance qu'on cherche, une reconnaissance qui serait juridique. On veut que le processus juridique reconnaisse qu'on a été victime et condamne le prêtre agresseur, ou du moins qu'on transforme le droit pour protéger les enfants. Puis il y a une recherche, une troisième recherche de reconnaissance, c'est la reconnaissance communautaire. Donc, on veut obtenir une estime de soi dans la société, que la communauté nous reconnaisse comme étant un acteur à part entière, puis reconnaisse ce dont on a été victime. Christine va nous parler comment les hommes de l'Atlantique, eux, ont vécu ce processus de reconnaissance-là pour chacune des étapes. Elle va vous présenter donc les résultats de sa recherche. Donc, comme Marie-André vient d'en parler, les victimes voulaient vraiment une reconnaissance familiale. Donc, il y a vraiment un déchirement des familles parce qu'une des victimes vient apporter des allégations. Certaines fois, c'est les frères et sœurs qui ne sont pas d'accord. Des fois, c'est les parents de la victime qui ne sont pas d'accord. Donc, on a sorti une citation d'une des victimes que j'ai fait un entretien avec. Donc, il m'a dit que la moitié de sa famille ne me parlait plus. On est 8 gars puis 2 filles. Il y en a qui sont venus au mariage à mon gars. Il y en a un qui m'a même pas donné la main. C'est affreux, ça me fait mal au cœur, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on voit vraiment que ça les affecte émotionnellement, que leur famille sont tellement réticents aux allégations et à leur victimisation. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui vient les affecter profondément parce que quand ta famille est contre toi parce que tu donnes des allégations, ça vient vraiment t'affecter. Il y a donc vraiment des éloignements pour éviter les confrontations. Il y en a qui ne veulent juste pas se mêler dans ce grand chamboulage d'émotions. Ils ne veulent juste pas être mêlés là-dedans. Donc, ils vont juste s'éloigner de leur famille. Il y a souvent l'accompagnement d'une conjointe. Donc, la conjointe, habituellement, va vraiment être un des ancrages le plus fort qu'ils ont émotionnellement. Souvent, elle va les aider à faire les démarches. Aussi, il y a une de nos victimes qui nous a parlé, qui nous a dit que lui, avant qu'il dise finalement à sa femme qu'il avait été agressé sexuellement par un prêtre, elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait une réticence comme de l'affection physique. C'est une grosse réticence. Puis elle pensait que c'était toujours comme de sa faute. C'est quelque chose qu'elle avait fait. Mais quand il a finalement dit non, j'ai été agressée par un prêtre, puis il a finalement expliqué ce qui s'avait passé dans sa jeunesse. Puis ça prend souvent du temps aussi à parler avec sa conjointe. C'est pas dans les premières années que les victimes vont venir leur dire ce qui leur a arrivé comme dans leur jeune temps, mais ça peut prendre des fois 20 ans, 30 ans avant qu'ils viennent finalement dire ce qui s'est passé. Puis là, ça vient vraiment comme aussi donner ça allège le sentiment comme de la conjointe ou du conjoint de se dire, OK, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi qu'il y a une réticence comme ça. C'est vraiment un choc émotionnel de quand ils étaient jeunes enfants, le trouble de stress post-traumatique, ainsi de suite. Et il y a aussi vraiment le réconfort des enfants. Donc, plusieurs de nos victimes qu'on a fait une entrevue avec ont des enfants, puis ça leur ramène un grand réconfort d'avoir des enfants, de pouvoir protéger ces enfants-là aussi, comme eux n'ont pas été protégés quand ils étaient jeunes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même le silence
a une place importante dans la reconnaissance familiale. Donc, certains, on va briser ce silence-là, mais pour d'autres, on va essayer de le préserver. Ça va créer des conflits. Donc, certains frères et sœurs ne parleront plus du tout. Donc, la reconnaissance familiale, elle n'est pas égale pour tous les hommes. Elle est vraiment inégalitaire comme expérience. Donc, garder le silence avant la dénonciation, vraiment, c'est vraiment comme à plusieurs étapes aussi. Il y a vraiment une croyance d'être la seule victime. Donc, on croit qu'on est le seul que ces agressions-là a arrivé. On croit personne d'autre a eu les mêmes expériences. Et même une des victimes qu'on a fait une entrevue avec, elle nous avait dit, quand l'évêque a dit que j'étais tout seul, j'ai pensé, il s'est peut-être juste comme lâché sur moi. Donc, on voit vraiment que les victimes pensent souvent qu'ils sont seuls, puis aussi l'évêque, l'Église fait en sorte que les victimes se sentent seules. Comme, ah, t'es le premier que j'entends dire ça, il n'y a personne qui a rien dit avant. Ça vient vraiment amplifier cette croyance-là. Donc, le sentiment de solitude s'intensifie avec. C'est tout ce que l'Église leur dit. Juste le fait que personne parle non plus. Donc, il y a vraiment un grand silence puis une inaction. Donc, il n'y a personne qui fait rien parce que moi, je suis tout seul. Pourquoi je m'avancerais pour dire des allégations? Qui va me croire? Je suis le seul enfant à qui ça arrivé. Même la seule de ses victimes, peut-être. Donc, ils ont vraiment un blocage dans le silence. Ils restent pris dans ce silence-là, puis cette solitude-là. Et jusqu'à temps qu'il y ait vraiment une libération de parole, c'est quand là, les allégations, finalement, ah, là, tu viens voir, OK, je suis pas tout seul. Finalement, là, tu viens à venir avoir un sentiment vraiment plus, pas d'appartenance, mais comme au moins, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi. Eux comprennent. Donc là, quand ils viennent faire des dénonciations des agressions, les victimes se sentent vraiment comme il y a une libération, finalement, de leurs paroles pour pouvoir finalement dire ce qui leur est arrivé dans leur passé. Donc, dans le processus juridique, souvent, il va vraiment avoir, comme je viens de dire, comme la solitude. On croit qu'on est seul. C'est seulement moi la victime, il n'y a personne d'autre. Puis là, il y a vraiment comme un point tournant quand les victimes rencontrent le prêtre agresseur. Des fois, c'est quand il y a une mort d'un parent, c'est là que tout d'un coup, il y a le sentiment qu'il faut que je dise quelque chose augmente. Certaines fois, c'est un divorce. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'il y a eu vraiment un point tournant dans la victime pour venir finalement déposer des accusations contre l'agresseur. Puis là, il y a vraiment comme un dépôt aussi comme d'accusations d'autres victimes, comme ah, là, les victimes tu viens à finir par parler à plusieurs personnes, puis ah oui, il a été victime lui aussi, lui aussi, lui aussi. Ça vient vraiment à faire un groupe de victimes. Des fois, c'est du même prêtre, des fois, c'est différents prêtres, mais ils ont vécu similaire, comme il y a eu vraiment une similarité dans leurs agressions. Il y a donc après ça une dénonciation, vraiment plus à l'église. Certaines fois, c'est vraiment aller voir l'évêque, dire moi j'ai été agressée par tel prêtre. Puis des fois, c'est aussi juste dénoncer à leurs proches, de dire j'ai été agressée par tel prêtre à tel âge, jusqu'à tel temps. Puis ça vient vraiment, c'est comme ça que ça commence tu commences vraiment à comprendre ce qui t'est arrivé. Donc, le point tournant avec une de nos entretiens, c'est avec une de nos victimes. Je cite ce qu'il m'a dit. Quand il m'a appelé, il a dit « Claude, j'ai émis une accusation, moi, contre le prêtre. » J'ai dit « Ah, Paul. » Puis les larmes me coulaient, puis Paul aussi.
Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Tu sais, on voulait faire quelque chose, mais moi, j'ai vécu 20 ans à Toronto, puis je voulais pas faire les démarches, puis je me disais, à un moment donné, je vais en parler quand je vais redescendre au Nouveau-Brunswick. Paul me dit, moi, je dépose une accusation, puis j'ai dit, Paul, moi aussi, merci. Puis ben là, j'ai déposé ma plainte. Donc, on voit vraiment que le fait qu'une des victimes dépose une plainte et des accusations fait que certaines fois, les autres victimes vont venir aussi déposer des accusations. Donc, il y a vraiment un sentiment de libération avec la dénonciation. Il y a une des victimes qui nous a raconté que la honte, quand j'ai parlé à un policier, la honte était enlevée. Je me suis levée tous les matins comme si, depuis ce prêtre-là m'abusait, j'avais comme 1000 livres, mais 1000 à 2000 livres à tous les matins que j'avais sur les épaules. Puis quand j'ai parlé à la police, il y en a la moitié qui est partie. Juste le fait d'en parler fait qu'il y a un sentiment, que ce sentiment de pression-là relâche un peu. La reconnaissance juridique, avant le procès, donc, il y a vraiment comme un dépôt de la plainte des victimes. Ensuite, il y a vraiment une grande solidarité entre les victimes. Ils sont vraiment... Ils se tiennent presque main dans la main pour faire sûr quand ils avancent avec le processus puis qu'il n'y a personne qui recule par hésitation. Ils veulent vraiment y aller de l'avant. Donc, il y a plusieurs plaintes, pas juste une victime, mais plusieurs victimes viennent de l'avant et déposent des plaintes. Puis il y a vraiment, après ça, un sentiment de reconnaissance juridique en raison des réactions des acteurs de la cour. Donc, juste le fait que le juge et le jury, tout ça, prennent en considération que oui, avec la preuve, tout ça, que oui, ils ont vraiment été agressés sexuellement, puis oui, c'est vrai, ça leur donne vraiment un grand réconfort, autant émotionnel que social, juste le fait que même quelqu'un qui les connaît pas les croit finalement. Donc, ça, c'est un grand sentiment de réussite pour eux. Il y a aussi beaucoup d'obstacles quand ce qui vient dans le processus juridique. Il y a vraiment la remise en question par l'Église, dire tout le temps encore, non, tu es la seule victime. J'ai encore jamais entendu parler de personne qui est venue me voir pour me dire ça. On n'a pas de preuves que ce prêtre-là est vraiment agresseur. C'est quoi les preuves? C'est sûr que dur à démontrer une preuve quand la personne s'est fait agresser en 1975 et porte enfin des allégations en 2005. C'est sûr que les preuves physiques tangibles sont vraiment dures à avoir, mais les preuves psychologiques et émotionnelles sont toujours là. Donc, il y a certaines fois qu'il y a certaines victimes, comme on en a parlé précédemment, qui ont des problèmes souvent d'alcool, de dépendance, tout ça, qui fait que certains ont des casiers judiciaires parce qu'ils se sont fait arrêter, alcool au volant, plein de choses reliées à un peu comme de leurs problèmes d'alcool. Ils ont souvent des casiers judiciaires. Donc, ça vient donner juste un doute plus sur la victime. Tu sais, un casier judiciaire, il n'est pas vraiment c'est-tu vraiment vrai ce qu'il dit? Ils essayent vraiment comme de toujours mettre un bâton dans les roues pour pas que ça avance continuellement. Il y a aussi la parole des avocats, vous êtes des petits francophones parce qu'au Nouveau-Brunswick, la majorité est anglophone, mais dans la péninsule, c'est toujours comme une petite communauté francophone. Cap-Pelé aussi, petite communauté francophone. Ah, vous êtes juste des petits francophones, ça avancerait pas, ça vaudrait rien, on ne devrait pas continuer. Puis, il y a vraiment comme aussi les rencontres avec l'agresseur qui fait, des fois, ça peut juste te ramener au moment des agressions, qui fait que des fois, tu as de la misère à continuer d'avancer dans ce processus-là. Il nous reste 4 minutes, Christine, on va mettre un petit moteur. OK. Donc,
la reconnaissance communautaire, la dénonciation, il y a vraiment un contact constant avec les victimes. Les victimes sont vraiment, comme j'ai dit, main dans la main, se tiennent vraiment beaucoup ensemble. La dénonciation publique aussi, il y a vraiment un questionnement sur le motif des plaintes. Certains, comme Paul, une des victimes nous a dit, tout d'un coup, il sort avec une grosse question, faites ça pour l'argent? Je leur réponds, j'ai pas besoin d'argent. Parce que certains croyaient que, il poursuit juste pour de l'argent, puis il veut de l'argent, puis c'est ça que c'est. Puis il y en a un aussi qui nous a dit que je n'ai pas connu aucune victime du même prêtre qui avait demandé de l'argent. Tout quoi ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y a plus d'enfants en danger, puis ce danger-là existe encore, et puis est pleinement existant. Donc, les reconnaissances communautaires, comme que Marie-André en avait parlé, les prêtres étaient d'une grande importance. Donc, certains établissements ont leur nom, certaines rues ont leur nom, et plusieurs objets comme dans la communauté est vraiment relié à eux. Certaines fois, c'est eux qui ont fait construire des choses, pour ça que leur nom est écrit. Puis il y a vraiment un refus, souvent, de la communauté de changer ces noms-là. Et là, on voit l'aréna à Capelé du nom du père Camille Léger, où ils ont enfin enlevé la pancarte pour enlever son nom sur l'établissement. Donc, si on dresse un bilan, les hommes qui ont participé à la recherche ont quand même vécu certaines formes de reconnaissance sociale, même juridique, parce qu'ils ont gagné, mais il reste encore plusieurs choses à faire et ils sont encore insatisfaits. Qu'est-ce qu'ils demandent ces prêtres-là, ces victimes-là de prêtres, à ce que soit corrigé au Nouveau-Brunswick puis en Atlantique pour que la situation soit meilleure? Donc, ils demandent vraiment une protection des enfants. Ils demandent aussi qu'il y ait une modification sur la loi sur la protection des victimes. Puis aussi que cette loi-là, quand un prêtre il y a une dénonciation à un prêtre d'une agression sexuelle, qu'il doit le dénoncier, faire une dénonciation, qu'il ne doit pas garder le secret pour lui-même, pour le secret confessionnal, que l'Église accepte un processus de réconciliation. Donc, le rapport Bastarache qui n'a jamais été encore publié, que l'Église a gardé pour elle, et qui ne veulent pas donner ce que le rapport dit. Donc, il y a vraiment un silence à ce niveau-là. Puis, on aimerait que ce rapport-là vienne justement public pour voir c'est quoi les recommandations qu'ils ont données, que le nom des prêtres, une liste de noms des prêtres dans ce rapport-là soit public, beaucoup comme les prêtres agresseurs qui sont finalement mis à la vue de tout le monde, qu'on reconnaît aussi les conséquences de la vie des victimes, puis la conséquence aussi sur la vie des familles, puis de la communauté de toutes ces agressions-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une reconnaissance de ces conséquences. Ça pourrait avoir lieu par une commission d'enquête, mais tout ça doit être réfléchi avec les survivants pour que le processus soit vraiment un processus de reconnaissance et non pas de revictimisation. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter à notre adresse de l'Université de Montréal qui est disponible par la conférence. Puis on est là pour partager avec vous notre expérience. On apprécie beaucoup que vous nous ayez entendus. Merci. Merci beaucoup.